Bienvenue à nouveau dans l'émission. Aujourd'hui, nous recevons Patrick Bob, journaliste et auteur allemand, pour discuter de l'énorme pression qui pèse actuellement sur la liberté d'expression en Europe, ainsi que des efforts déployés par divers gouvernements pour restreindre cette liberté. Merci beaucoup d'être revenu dans l'émission. Toujours un plaisir, Glenn. Eh bien, nous pouvons examiner quelques exemples précis, car il est vraiment difficile de croire à quel point la liberté d'expression est étouffée à travers l'Europe. Mais je pensais qu'un bon point de départ serait de savoir comment vous percevez la liberté d'expression et de quelle manière elle est mise sous pression. Pouvez-vous décrire les principaux mécanismes, à la fois formels et informels, qui réduisent la liberté d'expression en Europe? Il n'y a donc plus de liberté d'expression dans l'Union européenne. Ce n'est pas seulement mon opinion personnelle. C'est le constat d'un rapport de 160 pages du Congrès américain publié début février. Selon ce rapport, la Commission européenne a, ces dernières années, mis en place un système de censure totale à travers l'Union européenne. Et le résultat, laissez-moi lire cela, le résultat de ce rapport du Congrès est, un instant, que le régime de Luli Boward a fait pression sur les plateformes en ligne pour qu'elles suppriment des propos légaux, y compris des propos véridiques, simplement parce qu'ils étaient politiquement gênants. C'est l'une des conclusions du rapport du comité judiciaire de la Chambre des représentants, présidé par Jim Jordan. Il est très clair que la Commission européenne est en train de se transformer en une autorité de censure, agissant contre la démocratie et en opposition à toutes les constitutions démocratiques de l'Union européenne. Il y a une personne que nous connaissons tous les deux, le colonel Jacques Baud, qui, encore une fois, était colonel dans les services de renseignement suisses. Il est maintenant à la retraite et est très connu pour la précision de ses analyses. Il a également travaillé avec l'OTAN en tant qu'officier du renseignement suisse. Apparemment, l'UD n'a pas apprécié ses analyses. Il en est venu à la conclusion que la guerre en Ukraine avait été provoquée. On peut être d'accord ou non, pour ma part, je partage son analyse, mais il n'a jamais eu droit à un procès ni à aucune procédure. Un jour, il s'est simplement réveillé pour découvrir qu'il figurait sur la liste des sanctions de l'Union européenne. Non pas parce qu'il aurait dit quelque chose de faux, ni parce qu'il aurait été prouvé qu'il avait reçu de l'argent de quelque part, mais simplement parce que sa conclusion ou son analyse a été perçue comme acceptant ou répétant un argument du Kremlin, ce qui a ensuite été considéré comme contribuant à la diffusion du récit du Kremlin. Et pour cela, il a été sanctionné. À quoi ressemble exactement une telle situation? Eh bien, je connais personnellement le colonel Jacques Baud et je lui ai rendu visite à Bruxelles. Il va bien pour l'instant, mais il est aussi très nerveux, car c'est un citoyen suisse vivant en Belgique. Il ne peut pas se rendre dans son pays natal, c'est interdit. Ses comptes bancaires sont complètement gelés et tous ses biens ont été confisqués. La seule chose que l'État belge lui permet, c'est de retirer 500 € par mois pour acheter de la nourriture. Et j'ai entendu dire que les voisins cuisinent pour lui. C'est donc simplement un moyen de censurer et de faire pression sur les personnes qui ne s'alignent pas sur la propagande de l'OTAN ou de l'UBMA. Et cela est complètement extra-légal. Les ministres de l'UBMA ont créé un outil pour mettre les gens sous pression et les réduire au silence par le biais de sanctions, ce qui est totalement illégal et contraire à toutes les constitutions démocratiques de l'UBMA. La seule conclusion que je peux en tirer, et c'est la même que celle à laquelle est parvenu le Congrès américain, c'est que les élites politiques européennes détruisent la démocratie pour rester au pouvoir.
Ce qui est pourtant si choquant avec le colonel Jack Baud, c'est qu'aucune loi n'a été enfreinte et qu'il n'est même pas en mesure de défendre son argument. Il ne peut pas se défendre devant un tribunal. Il n'existe aucun recours juridique. C'est simplement, vous n'avez plus le droit de voyager. Tous vos avoirs sont gelés. Vous n'avez pas le droit de recevoir de l'aide de qui que ce soit. Et encore une fois, comme vous l'avez dit, il n'existe aucune loi pour cela. C'est illégal. C'est illégal. C'est simplement sanctionner des citoyens qui n'ont commis aucun crime. C'est assez choquant. Donc, pour quiconque soutient que cet article américain est hyperbolique ou exagéré, il est très difficile de justifier ce qui lui a réellement été fait, ainsi qu'à d'autres d'ailleurs. Et c'est de la propagande. C'est le moment où les gouvernements ne sont plus capables de défendre leur position. Toute personne qui remet en cause la vérité officielle subit ce genre d'attaque de la part du gouvernement. C'est la mort de la liberté. Mais vous avez soutenu que les médias sont devenus bien plus propagandistes. Considérez-vous cela comme un simple problème transitoire, puisque nous menons pratiquement une guerre directe contre la Russie maintenant? Ou pensez-vous que c'est permanent? Parce qu'il est très difficile de revenir à la normale, à la situation d'avant, après avoir vu les gouvernements européens agir de cette manière contre leurs propres citoyens. Je pense qu'il s'agit d'une transformation complète de la démocratie au niveau européen en une sorte de despotisme antidémocratique et belliciste. Et c'est bien là l'objectif. Selon le Premier ministre hongrois, Viktor Orbán, l'Union européenne a décidé de mener une guerre contre la Russie dans les années à venir. Ainsi, bellicisme, nouvelle guerre, propagande et censure sont d'un autre côté les deux faces d'une même médaille. Ils veulent fermer l'espace du débat public pour faciliter l'embrigadement de leurs propres citoyens dans une nouvelle guerre. Et c'est très dangereux, car la Fédération de Russie a annoncé que ce ne serait pas une guerre à la manière ukrainienne, une guerre de faible intensité. La Fédération de Russie a clairement indiqué que cela deviendrait immédiatement une guerre nucléaire. C'est donc extrêmement dangereux. Mais l'arrière-plan de tout ce bellicisme et de cette censure, c'est qu'ils ont perdu le contrôle de leurs investissements. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui était Premier ministre des Pays-Bas en 2013, a signé un contrat avec le gouvernement ukrainien et la société Shell pour explorer l'industrie gazière, les minerais et le gaz dans l'est de l'Ukraine. C'était donc un investissement de plusieurs milliards. Mais aujourd'hui, tous ces territoires sont entre les mains de la Russie. Ils ont donc mal calculé leurs investissements. Et maintenant, les citoyens européens devraient mourir pour leur profit. Voilà le contexte. Les gens dorment au bord de l'abîme. Ils ne descendent pas dans la rue et ne se battent pas pour la paix dans l'Union européenne. C'est le résultat d'une propagande et d'une censure permanente dans l'Union. Et je ne crois pas que les élites politiques mettront fin à cela. Elles continueront encore et encore pour rester au pouvoir. C'est bien ce qui m'inquiète. Tous ces mensonges qui ont été racontés, ce manque de responsabilité, car il est très facile de dévoiler bon nombre des mensonges qu'ils ont proférés. Je veux dire, c'est en grande partie ce que faisait le colonel Jack Baud. Il utilisait des sources occidentales pour montrer que les récits qu'ils construisent n'ont aucun sens. Mais le problème, bien sûr, c'est que si vous gagnez la guerre, vous pouvez ensuite écrire l'histoire. Or, nous sommes en train de perdre cette guerre. Et nos élites politiques ne seront pas en position d'écrire l'histoire par la suite. En effet, il sera prouvé que tout ce qu'elles ont essentiellement dit n'était qu'un mensonge. Et c'est assez dramatique, car nous parlons d'une crise de légitimité lorsque les gouvernements dépassent ainsi leur mandat démocratique. À mesure que ces gouvernements deviennent plus impopulaires,
ils semblent immunisés contre les urnes. Peu importe ce que l'on pense des partis d'opposition à travers l'Europe, il est préoccupant que le parti le plus populaire en Allemagne aujourd'hui, selon les sondages, soit l'AfD. Encore une fois, peu importe que les gens le soutiennent ou non, ils sont criminalisés. On parle ouvertement de l'interdire. En France, ils ont arrêté Le Pen. Et en Roumanie, le résultat des élections a été essentiellement ignoré et annulé. Recommençons. Nous avons vu comment l'élection moldave a été manipulée. Et si vous mentionnez ces choses, les gouvernements en Europe s'en prennent essentiellement à vous. C'est assez effrayant, la façon dont tout ce discours sur notre démocratie et nos valeurs repose en somme sur des œufs. Mais selon vous, quel rôle joue l'autocensure également? Parce que maintenant, nous parlons de censure directe, la manière dont les gens sont punis, dont les résultats électoraux sont inversés, dont les partis d'opposition sont interdits. Les citoyens ne sont pas seulement diffamés, censurés et annulés, mais aussi sanctionnés. Alors, en ce qui concerne l'autocensure, comment voyez-vous cette évolution chez les journalistes ou les universitaires? Eh bien, permettez-moi de commencer par mes expériences personnelles en tant que journaliste, auteur de livres et responsable d'une chaîne d'actualité et d'analyse sur YouTube. Je reçois des milliers de lettres et la plupart des gens me disent « Vous avez le courage de dire ce que je ne peux plus dire. Je n'ai pas la liberté d'expression. Je ne peux pas exprimer mes opinions personnelles ni mes arguments à mes collègues, car c'est trop dangereux. » Ainsi, l'autocensure suit la censure. Et c'est la situation actuelle en Allemagne, ainsi que dans d'autres pays. Un membre du Parlement européen, Michael von der Schulenburg, a tenté de mettre en place un comité de personnes pour aider Gbagbo. Et il a demandé justice, et tout cela aux professeurs, mais la plupart des gens ont refusé de rejoindre le Conseil parce qu'ils vivent dans la peur. Ce que nous voyons actuellement dans toute l'Union européenne, c'est un gouvernement fondé sur la peur et la répression. Et ce n'est pas la démocratie, c'est une dystopie orwellienne. Nous disposons de nombreux instruments pour atteindre cet objectif. Tout d'abord, un rapport du Congrès américain a prouvé que l'Union européenne avait manipulé 8 élections à travers lui-même, le cas le plus connu étant la Roumanie, mais aussi la Slovaquie, la France et d'autres pays. Vous pouvez télécharger ce rapport sur Internet. Le niveau suivant, c'est la censure d'Internet. La Commission européenne a invité Meta, Google, TikTok, X, Amazon, Microsoft, Apple, Rumble, Reddit et OpenAI et a expliqué très clairement qu'ils doivent gérer les contenus conformément aux attentes de l'UE. Sinon, ils feront face à de lourdes sanctions et devront payer beaucoup d'argent. Et cela aussi, ce n'est pas la démocratie. Ensuite, il y a les sanctions extra-légales contre Gbagbo et 58 autres personnes, non seulement dans l'UE, mais aussi en partie à l'intérieur de celle-ci. Et tout le monde le sait. En revanche, les médias dominants, ou comme je les appelle, les soi-disant médias de propagande, n'en parlent pas. Ils ne le rapportent pas. Et cela signifie que les médias dominants font partie du système de propagande de l'OTAN. Comment voyez-vous cependant l'attaque contre les réputations? Parce que lorsque vous dites que les gens ont peur de s'exprimer, c'est bien l'attaque contre la réputation qui touche non seulement la vie professionnelle, mais aussi la vie privée. C'est un aspect essentiel de la question. Vous savez, dans ce pays, je l'ai moi-même constaté. Nous avons des gouvernements qui, parfois, agissent de manière indirecte. Ils financent des ONG, qu'ils appellent des ONG de défense des droits de l'homme. Mais on les voit publier toutes sortes de diffamations sur les réseaux sociaux. Ils écrivent des articles pour dénoncer des personnes, me qualifiant de propagandiste de la Russie. Ils envoient des lettres à mon université pour remettre en question le fait que je puisse y travailler.
Ils ont même publié des photos de ma maison sur les réseaux sociaux après que j'ai retiré mon adresse des registres publics. Et récemment, nous avons même eu le ministre de la Défense de Norvège qui s'est exprimé. Il prononçait un discours avertissant que les Norvégiens sont exposés à la propagande de Poutine. J'ai trouvé cela étrange, car les médias norvégiens ne permettent qu'un seul récit, que tout est non provoqué, que les Russes sont simplement les nouveaux Hitler qui veulent restaurer l'Union soviétique. Alors, quand on lui a demandé « D'où viennent-ils, ceux qui reçoivent la propagande de Poutine ?» Il a mentionné mon nom, uniquement mon nom. Et c'est un problème, car un journaliste, en principe, ne devrait pas me parler. Cela reviendrait à me donner une tribune. Et le grand crime, selon lui, c'est que j'ai dit que l'OTAN avait contribué à provoquer la guerre. Je veux dire, si nous avions un débat ouvert, si les gens étaient autorisés à discuter de ce qui se passe réellement en Ukraine, si l'on voulait vraiment résoudre la situation, ce serait très simple. Il existe une abondance de preuves pour le démontrer. Ce que je trouve fascinant, c'est qu'ils ne considèrent pas les preuves directement comme un moyen de résoudre une crise. Ils y voient presque un acte de trahison, comme si le simple fait de suggérer que nous avons peut-être contribué à cela et qu'il pourrait donc y avoir une solution politique revenait à prendre le parti de l'ennemi. C'est assez effrayant de voir à quel point, enfin, c'est essentiellement le pouvoir exécutif qui dit « Voici les vérités officielles que le gouvernement a le droit de promouvoir ». Et toute personne qui s'y oppose sera salie et attaquée par ce même gouvernement. On est très loin de tout ce qui pourrait être considéré comme démocratique. Bien sûr, ce n'est même pas comparable à ce qui est arrivé au colonel Jacques Baud. Mais tout de même, désolé, je m'égare. Je voulais vous demander, en ce qui concerne cette pression sur la réputation, comment l'évaluez-vous? J'ai eu la même expérience que vous en Allemagne. Si vous lisez Wikipédia ou Google, selon la presse dominante en Allemagne, j'aurais soi-disant été un observateur électoral pour M. Poutine lors du référendum dans le Donbass à l'automne 2022. Ce qui est faux. J'ai porté l'affaire devant les tribunaux et la Cour a clairement établi dans sa décision que je n'étais pas un observateur électoral, mais que j'étais là en tant que journaliste. Pourtant, il continue de répéter la même chose encore et encore. Parmi les responsables figure une soi-disant organisation non gouvernementale, financée par le gouvernement et l'Union européenne, appelée Fake Observers. Et je n'étais pas un faux observateur. Absolument pas. Nous en sommes donc arrivés à un état de fausses nouvelles généralisées. Jacques Baud a récemment écrit et publié un livre à ce sujet, Gouverné par les fausses nouvelles. Et c'est le monde dans lequel nous vivons. Ils trahissent et mentent aux gens partout dans l'Union européenne, car la réalité sur le terrain, sur le champ de bataille, est complètement différente de ce que rapportent les médias. C'est totalement différent de ce que disent les journaux télévisés. Ils ne sont pas sur le terrain. C'est juste de la fantaisie, de la propagande pure. Et tout l'appareil idéologique soutient ce système de propagande. Les écoles, les universités, les soi-disant organisations non gouvernementales, les think tanks, les institutions gouvernementales et même les églises. Tous diffusent et publient la même propagande. Et c'est là le problème. Ainsi, la seule façon de sortir de ce système de propagande est que les citoyens mènent leurs propres enquêtes et choisissent d'autres sources, peut-être les nouveaux médias, et ce serait le mieux. Mais en détruisant l'espace du débat démocratique, c'est ainsi que les partis établis restent au pouvoir. Ce qui est intéressant avec ces sanctions, c'est qu'elles viennent de l'Union européenne. Cela permet aux gouvernements nationaux de transférer la responsabilité sur l'UE à la place.
Mais comment cela est-il perçu en Allemagne? Lesquelles de ces sanctions et pressions viennent directement de l'UMOME à Malling? Et à quel moment le gouvernement allemand intervient-il? Nous avons mentionné le colonel suisse en Belgique, mais il y a également eu de nombreuses sanctions contre des citoyens allemands, certains qui, apparemment, ne peuvent même pas rentrer dans leur propre pays. Nous avons traversé toute la guerre froide sans jamais faire quelque chose de semblable. Ce genre de mesures, aussi spectaculaires qu'autoritaristes, n'inspire pas vraiment confiance envers les gouvernements. Mais oui, pour revenir à ma question, que fait le gouvernement allemand si on le compare à l'Union européenne? Nous pouvons donc identifier les acteurs à différents niveaux. La présidente de la Commission européenne est une Allemande, Ursula von der Leyen, et elle est personnellement responsable de la censure au sein de l'UMOME, car elle a approuvé la campagne sur la COVID-19 en juin 2020. Elle a lancé le programme de surveillance de la désinformation liée à la COVID-19 et a contraint les plateformes en ligne à signaler, supprimer et manipuler du contenu. La deuxième est Věra Jourová, vice-présidente chargée des valeurs et de la transparence et ancienne commissaire européenne à la justice. Elle a dirigé l'ensemble du processus, les discussions avec TikTok, Meta, Google et d'autres plateformes. Et le troisième est Thierry Breton, ancien commissaire au marché intérieur. Il a écrit à Elon Musk le 12 août 2024 en déclarant « Nous n'hésiterons pas à faire pleinement usage de notre boîte à outils ». We will not hesitate to make full use of our toolbox. That means he set X under pressure. Cela signifie qu'il a mis X sous pression. Le suivant est Prabhat Agarwal, le responsable de l'application du Digital Services Act. C'est en quelque sorte le gestionnaire de tout cela. Et la cinquième est Renate Nicolai, la directrice générale adjointe de la DG Connect, la direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies. Elle doit traduire le Digital Services Act en actions concrètes, en contrôle des systèmes de recommandation. Mais il faut garder à l'esprit que les gouvernements nationaux jouent un jeu de renvoi d'ascenseur. Par exemple, le Conseil des ministres de l'UMOME, composé des différents États membres, est responsable des sanctions. Cela signifie qu'au niveau européen, la Commission ne fait qu'exécuter ce que les gouvernements nationaux ont déjà décidé. C'est là le problème. Donc c'est un jeu de renvoi. Les gouvernements nationaux décident d'inscrire quelqu'un sur la liste des sanctions, ils transmettent le dossier à Bruxelles, et Bruxelles doit alors agir. Ensuite, la balle revient au niveau national et aussi au niveau allemand. Le Bundestag allemand a transformé les sanctions de l'UBO contre des individus en droit national le 15 janvier et les a renforcées. Toute personne aidant une personne sanctionnée peut être punie et encourir jusqu'à 10 ans de prison. Et c'est complètement insensé. Il n'y a aucun fondement juridique à cela. Aucun. C'est tout simplement illégal et entièrement arbitraire. Nous ne sommes donc pas dans un gouvernement fondé sur le droit. C'est un gouvernement de despotisme. Rien d'autre. Nous avons perdu le socle de la démocratie dans l'Union européenne. Y a-t-il malgré tout une source d'optimisme quelque part? Voyez-vous des institutions, des médias, la société civile, le monde universitaire, quelqu'un résister à cela, au moins avec un minimum de succès? Ou bien, je suppose, d'où vient l'espoir dans tout cela? Ou devrions-nous nous en remettre à ce que proposait la stratégie de sécurité nationale des États-Unis de décembre 2025, confiée aux États-Unis la mission de promouvoir des gouvernements alternatifs en Europe? Parce que cela ne semble pas non plus être une issue très idéale. Oui, à un premier niveau, je dois dire que l'Europe a besoin d'aide de l'extérieur. Et c'est exactement ce qu'a fait le Congrès américain. Ils ont publié un rapport parce que les citoyens américains sont concernés par cette situation. Les citoyens américains qui voyagent dans l'Union européenne sont soumis à ces règles
Donc, les réglementations de l'UML ont un effet à l'échelle mondiale. Au deuxième niveau, nous pouvons tous les deux, Glenn, toi et moi, simplement faire notre travail et rendre public ce qu'ils font afin de sensibiliser les gens à ce sujet. Mais au final, les citoyens doivent se battre pour leurs droits et pour l'instant, ils ne le font pas. Si l'on regarde l'histoire de la démocratie, disons sur les 300 dernières années, tout au long de cette période, les gens ont dû se battre pour leurs droits et beaucoup de sang a été versé. Aujourd'hui, nous en sommes à un point où nous devons nous inspirer de ces personnes et nous battre à nouveau pour nos droits. Les citoyens doivent descendre dans la rue et défendre leurs droits démocratiques contre des élites antidémocratiques. Why do you think this isn't happening yet, though? Because Pourquoi, selon vous, cela ne se produit-il pas encore? Les gens ne se rendent-ils pas compte de ce qui se passe? Parce que bien sûr, les médias ne vont pas en parler beaucoup, mais aussi, ils n'y sont pas vraiment exposés. Je veux dire, aux perspectives alternatives. Je trouve ça choquant, car toute forme de dissidence est simplement repoussée comme une sorte de trahison. Même des responsables clés et importants, des personnes que personne ne pourrait accuser d'avoir des sympathies pour la Russie, qui soutiennent pourtant que cela a été provoqué, n'apparaîtront tout simplement jamais dans les médias. Il y a un contrôle très strict du récit. Quelle que soit la réalité, l'information est souvent jugée selon la mesure dans laquelle elle soutient soit le récit de l'OTAN, soit celui de la Russie. C'est un schéma binaire, simple. Et tout ce qui ne soutient pas le récit de l'OTAN est perçu comme, essentiellement de la propagande. Alors, comment surmonter cela? how do you overcome this? I think Je pense que les citoyens de l'UML doivent comprendre que les médias traditionnels font partie du système de propagande et qu'ils doivent chercher des sources d'informations alternatives. Ils ont différentes options. Ils peuvent utiliser les nouveaux médias, comme votre chaîne ou la mienne, ou en Allemagne, Nachdenkseiten, ou aux États-Unis, Consortium News, ou au Canada, The Postil Magazine, ou autre chose. Ainsi, ils peuvent évaluer la situation de manière plus éclairée. Ils peuvent faire confiance à leurs propres yeux et à leurs propres oreilles. Ils doivent rester en contact personnel les uns avec les autres et échanger leurs expériences. Cela aide. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Mais je pense que la majorité des citoyens allemands vivent en réalité comme des zombies, dans une sorte de seconde réalité. Ce sentiment vient des restrictions liées au coronavirus. Je pense que la plupart des gens en Allemagne sont brisés, ils sont frustrés, ils sont désespérés. Et l'arrière-plan de tout cela, ce sont les restrictions liées au coronavirus, qui ont montré à tout le monde que le bras de l'État est très long et que les gens ont très peu de chances de s'opposer à ces mesures. Beaucoup ont cru aux restrictions liées au coronavirus, mais il est très clair qu'elles ont été initiées politiquement et non médicalement. La plupart des gens font donc partie de ce système de mensonges, et il est très difficile de comprendre que j'ai perdu une partie de ma vie à croire à, oui, disons-le, des absurdités. Et il m'est difficile de me l'avouer, car je perds la face quand je me regarde dans le miroir. C'est là le problème. Et je pense que, le seul espoir, c'est que les gens doivent voter pour d'autres partis, plus pour le cartel des partis établis, car c'est un cartel belliciste, un cartel qui détruit la démocratie. C'est très clair. Ils doivent voter pour d'autres partis et se battre pour leurs droits. C'est la seule issue que je vois. And they have to fight for their rights. This is the only way I see. I'm wondering to what extent, though, this actually. Je me demande dans quelle mesure cela a réellement de l'importance pour qui vous votez. Car au Royaume-Uni, ils voient maintenant cette alternative radicale susceptible d'arriver au pouvoir, à savoir Nigel Farage. Et ils se disent « Oh, c'est radicalement différent ». Mais ensuite,
vous allumez la télé et quand vient le moment de parler de quelque chose comme les dossiers Epstein, qui discréditent bon nombre de responsables et d'élites britanniques mentionnés dans ces documents, il dit « Eh bien, vous savez, cela pourrait simplement être de la propagande russe, que les Russes sont derrière les dossiers Epstein, qu'il était un agent des Russes. » C'est à mon sens la pire forme de Russiagate qui soit. Après toute cette histoire de Russiagate, Trump présenté comme un espion, un agent du Kremlin, on a ensuite eu l'affaire de l'ordinateur portable de Biden, qualifié de complot russe. Et maintenant, ils essaient en fait d'appliquer le même schéma au dossier Epstein. C'est assez astucieux d'une certaine manière, parce que ça n'a aucun sens. Il n'y a pas besoin de preuves, car quiconque remet en question cette idée en disant « Mais comment cela peut-il avoir du sens ? Il n'y a aucune preuve », se voit aussitôt accusé d'être un agent russe. Alors les gens suivent, on dirait. C'est assez frustrant. Mais vois-tu des alternatives? Je veux dire au moins en Europe, qui adopteraient une position radicalement différente en défense de la liberté d'expression. Actually not. So the Epstein files. En réalité, non. Les dossiers Epstein montrent qu'Epstein n'était pas un agent ni un espion pour la Russie. Il était lié au Mossad et à Israël. C'est un premier niveau, le premier niveau. Et le second niveau, c'est une introspection de nos élites. Elles font tout. Eh bien, c'est un risque moral total. Elles font ce qu'elles veulent, et cela frustre encore plus les citoyens, car ils apprennent, à travers l'affaire Epstein, qu'ils ne peuvent rien y faire. Mais c'est la mauvaise leçon à tirer des dossiers Epstein. Nous devrions plutôt comprendre que nos élites sont tellement décadentes qu'il nous en faut de nouvelles. Nous devons les remplacer. C'est la seule solution. Ainsi, le problème en Allemagne, et peut-être aussi au Royaume-Uni et en France, c'est que tout cela joue en faveur des partis populistes de droite comme l'AfD. Et ce que nous voyons actuellement en Allemagne, c'est une transformation de l'AfD, qui passe d'un parti pacifiste à un parti transatlantique. Donc au final, si l'AfD arrive au pouvoir après les prochaines élections du Bundestag en Allemagne, nous aurons un nouvel instrument pour Washington afin d'influencer le gouvernement allemand. C'est le même processus que nous avons observé en Italie avec Mme Meloni, et Washington essaie de le reproduire. Cela fait partie de la nouvelle stratégie de sécurité américaine. Ils feront accepter des forces comme l'AfD et d'autres partis populistes de droite en tant qu'instrument de l'influence américaine. Eh bien, cela ne laisse pas beaucoup de place à l'optimisme, je suppose. Mais de mon point de vue, un problème essentiel est que nous vivons avec cette peur extérieure depuis si longtemps. En somme, il y a eu une recherche constante de dissidents internes ou d'ennemis parmi nous. C'est un sujet dont Carl Schmitt a parlé. Lorsque les êtres humains sont confrontés à une menace extérieure, l'instinct de loyauté et de solidarité au sein du groupe se renforce, et les gens cherchent à étouffer toute dissidence, toute personne qui s'écarte du groupe ou des récits officiels des autorités. Il me semble simplement que nous avons passé toute une décennie à chercher des ennemis intérieurs. C'est-à-dire que d'abord, nous avons eu le Russiagate, où toute personne ayant voté pour le Brexit ou pour Trump, n'importe qui, pouvait essentiellement être considéré comme un agent russe. Puis bien sûr, cela a été remplacé par le Covid, où nous avons également cherché, dans une certaine mesure, des ennemis intérieurs. Et ensuite, bien sûr, la guerre en Ukraine a éclaté. Et maintenant, le public doit s'assurer d'avoir la bonne opinion. Il semble simplement que les Européens aient besoin de quelques années de répit pour se normaliser, pour qu'on leur permette à nouveau de réellement contester leur gouvernement. Car c'est là ma principale préoccupation. Cela a été largement banalisé. Mais étant donné que la guerre est désormais perçue comme une justification aux restrictions, juste une dernière question.
Pensez-vous qu'il soit possible de revenir à la normale une fois la guerre en Ukraine terminée? Well, I'm not very optimistic because we are Eh bien, je ne suis pas très optimiste, car nous faisons face à un nouveau siècle de guerre et à un siècle de destruction des démocraties. Et c'est exactement le résultat de ton analyse aussi, Glenn. Nous voyons le déclin de l'Occident, du monde unipolaire, et la montée du monde multipolaire. Dans ce processus, l'Occident devra affronter de plus en plus de restrictions. Les États-Unis tiendront leurs vassaux en laisse plus courte, et ils coupent leurs liens avec la Russie et la Chine. Cela signifie, sur le plan intérieur, une perte de démocratie. Le seul espoir d'un point de vue mondial réside dans la montée du monde multipolaire et de nouveaux gouvernements en Asie, en Chine et en Afrique. Les gouvernements européens ont commis tant d'erreurs, à mon avis, que la partie est terminée. Nous deviendrons l'arrière-cour des États-Unis et aussi l'arrière-cour de la Russie. Ma dystopie personnelle, c'est le film hollywoodien Mad Max, des bandits criminels sillonnant l'Europe et terrorisant la population. Et ces terroristes, ce sont les gouvernements, gouvernant et administrant l'État contre leur propre peuple. Ils exploitent leurs propres citoyens à leur profit et au profit des États-Unis. Car cette guerre en Ukraine signifie le transfert d'argent de l'ensemble de l'UME vers l'Ukraine et vers le complexe militaro-industriel américain. Ainsi, les citoyens d'Europe deviendront de plus en plus pauvres. Et voilà la situation. Une augmentation de l'exploitation, une hausse du danger de guerre nucléaire et bien un déclin de la protection sociale. Voilà le nouveau XXIe siècle. Eh bien, merci, non seulement d'avoir pris le temps aujourd'hui, mais aussi pour le travail que vous accomplissez. En essayant de rétablir une certaine liberté d'expression en Europe et en vous saisissant de l'affaire contre le colonel Jacques Baud, car c'est un précédent absolument terrible qui est en train d'être établi. Alors, merci beaucoup. Merci pour votre travail, Glenn Deason. C'est toujours un plaisir.